Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale consacrée au secteur pétrolier et minier du Bénin. Et pour nous accompagner sur cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir une fois encore Monsieur Florent Essou, ingénieur géologue des réserves géothermiques et expert pétrolier panafricain. Je rappelle que cette émission entre dans une série que nous réalisons dans ces deux secteurs. Toutes les vidéos des émissions antérieures sont disponibles sur notre chaîne YouTube Biafrica Web TV. L'émission de ce jour sera divisée en trois grandes parties. Dans un premier temps, nous allons revenir sur le secteur minier, et puis dans un deuxième temps, parler un peu de la gestion des ressources humaines dans ce secteur et finir par la troisième partie, le secteur pétrolier. Bonjour, Monsieur Essou, et merci une fois encore de répondre à notre invitation. Bonjour Monsieur Jules Jossou, merci de m'inviter encore sur votre chaîne. C'est un réel plaisir de discuter avec vous ce matin. Merci beaucoup et merci à tous les internautes qui vont suivre ces différentes vidéos. Merci de partager largement aux quatre coins du monde pour que l'information soit largement diffusée. Monsieur Essou, on sait qu'il y a quelques mois, il y a eu un changement de ministre au sein de ce département. Euh, Monsieur Adambi est parti, Monsieur Apona a pris la place. Après que ces premiers mois, quelle appréciation qu'on peut faire de façon générale de la gestion de ce ministère? Ok, merci beaucoup Monsieur le journaliste. Déjà, avant de commencer, je voulais quand même clarifier auprès du peuple béninois que cet exercice, c'est justement, ça vise en fait à éclairer le peuple béninois sur la gestion des ressources minières et pétrolières du Bénin. Et cela permettra en fait d'endiguer le démantèlement actuel des services qui s'occupent donc de la ressource pétrolière minière au Bénin. Donc pour répondre à votre question de façon concrète, depuis que ce ministre est arrivé, il y a eu en tout cas plusieurs phases. Donc la première phase, c'était quand tout ministre arrive justement, et qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient donc de s'imposer. Donc, ce ministre est arrivé pendant 2 mois. Il a montré qu'il voulait quand même travailler, qu'il voulait s'imposer et tout ça, et qu'il voulait voir clair dans les dossiers. Mais tout de suite, derrière, autour donc de mars, on a commencé à voir des comportements qui, euh, qui vont un peu vers la dérive et la continuité donc du démantèlement donc de la structure donc minière et pétrolière qui est en place. On pourra revenir un peu sur les détails de la gestion donc sous ce ministre à travers vos questions, si éventuellement vous en avez. Et moi, je pourrais vous éclairer également le peuple béninois. Merci. On va y aller tout de suite parce que il y a plusieurs informations qui circulent sur les réseaux sociaux par OK. rapport, oui, à ce secteur, à voir au secteur pétrolier, au secteur minier aussi. Donc Mhm. récemment, on a vu un élément de notre compatriote Bertin Korovi qui est très bien connu par des Béninois, Mhm. d'un pillage. Il évoquait un certain pillage de l'or à Pema. Mais qu'en est-il exactement? Est-ce que vous avez des informations par rapport à ça? Alors, merci beaucoup pour cette question. En tout cas, il faut dire que le pillage de l'or ne date pas d'aujourd'hui. C'est un phénomène quand même qui est devenu récurrent et qui est pratiquement normalisé malgré les dispositions donc, et les dispositifs qui sont mis en place pour essayer donc de sécuriser les secteurs et protéger donc la population. Donc, il faut revenir un peu dans le passé pour comprendre la problématique liée au pillage donc, de l'or. Le Bénin, en fait, avait exploité l'or de Pelma dans les années 90. Mais bien avant ça, l'or avait été déjà découverte par la population qui vit dans la région. Et pour eux, en gros, les parents et les grands-parents qui vivaient dans la région, en fait, exploitaient de l'or au détriment donc des activités champêtres, etc. Donc, ils ont oublié l'agriculture et ils ne vivent que de l'or. Et donc, quand le Bénin exploité dans les années 90 et a abandonné après, à la chute donc, du coût de l'or sur les marchés,
Donc, du coup, les orpailleurs sont revenus à charge et ils ont continué en fait à exploiter de façon illégale et complètement dangereuse, en dégradant l'environnement, bien sûr. Donc, ils exploitent ces terres-là et, et ça continue. Donc, je pense que la sortie de Messieurs Bertin Korouvi s'inscrivait dans un cadre donc de susciter en fait l'investissement des opérateurs économiques, que ce soit béninois ou étrangers, j'imagine, sur tout ce qui est ressources minières, donc notamment le cas spécifique donc, de l'or de Pelma. Donc c'est là-dessus, j'imagine que ce monsieur Bertin Corvi est parti et donc du coup, arrivé sur le site, il s'est rendu compte lui-même physiquement donc de l'exploitation illégale donc de cet or qui s'opère sur un périmètre qui est attribué à Shinkwang. Donc, en gros, ce Shinkwang, c'est une société d'exploration de l'or qui exerce un peu en Côte d'Ivoire et tout ça. Cette société a décidé donc de venir au Bénin pour mettre en valeur notre ressource minérale. Donc, elle a eu un permis d'exploration. Ça, c'est la démarche, la première démarche, permis d'exploration, puis permis d'exploitation quand il y a découverte ou quand il y a quelque chose à exploiter. Et donc, de son permis d'exploration, il a décidé maintenant d'aller à l'exploitation. Et donc, quand il a décidé d'aller à l'exploitation, il y avait deux problématiques. La première problématique, c'était est-ce qu'on lui donne un permis qui lui permet d'exploiter l'or alluvionnaire ou est-ce qu'on lui donne un permis qui lui permet d'exploiter et l'or alluvionnaire et l'or filonnier qui se trouve en fait, notamment dans les montagnes. Et donc, le ministre Atambi, alors, dans le temps, avait préféré que, puisque lui, il était dans la dynamique donc, de poser sa candidature, il voulait que ce soit sous son régime que l'or soit découvert. Donc, il voulait que ce monsieur aille jusqu'à explorer les grands filons d'or et a fait des forages, notamment en profondeur sur près d'1 kilomètre. Parfois, hein, c'est parce qu'on va aller trouver le filon là-bas. Et en fait, ce monsieur, il a tout de suite suggéré euh, que avant d'aller sur l'exploration donc des grands filons, ce serait idéal que lui commence par explorer via les filons alluvionnaires, ce qui lui permettra de rentrer au moins en possession donc des investissements initiaux déjà consentis sur l'exploration quand il était arrivé. Et une fois relever un peu donc de ce gouffre, ou en tout cas de cet investissement avec une petite santé financière, il pourra aller directement sur les gros filons et explorer davantage. Donc en fait, il fera exploitation et exploration. Et donc, euh, ça veut dire en gros que les montagnes sont toujours sous convention d'exploration. Et il revient en fait à la DG Mines, la Direction générale des mines, de sécuriser les sites en général avec, bien sûr, l'accompagnement donc des services de sécurité, tout ça, pour éviter qu'on exploite de façon illégale ce site. Et c'est ce rôle qui a probablement manqué. Et quand la vidéo de Bertin Kovi a circulé, ça fait beaucoup de mois donc, dans le rang donc, de l'administration minière. Il a été traité donc de tous les noms d'oiseaux et moi, je ne vois pas ainsi les choses. Je pense qu'à un moment donné, il faut se calmer, il faut remettre la balle à terre, il faut se regarder en face et se dire la vérité. Vous avez l'actuel directeur, le secrétaire général du ministère, Monsieur Basile, qui est actuellement en poste. Il n'est pas, en fait, novice de cette situation. Lui-même, pendant qu'il était, parce il a eu à diriger ce département, il était directeur départemental des mines en son temps. Qu'en est-il fait, lui, pour sécuriser ce site? Bon, ce site n'était pas encore en exploitation et tout ça, mais il y avait toujours le pillage qui continuait. Qu'en est-il fait? Rien. Rien. Et quand il est parti, aujourd'hui, le secrétaire général, il ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe. C'est au moment où lui, il était directeur départemental. Moi, je ne vous cache aucun secret. Il lui est arrivé de remarquer donc, que l'exploitation illégale bat son plein. Quand il a voulu prendre des dispositions pour endiguer cela, bah, il a eu tout de suite les maires, les préfets au dos.
qui lui ont envoyé deux ou trois mots, et puis il s'est rangé. Donc, est-ce que cela est pas la suite? Donc, quand il a quitté directement le directeur départemental, il est venu directement, il était directeur des mines, hein. Il a été nommé DG Mines, et donc de DG Mines, il est remonté directement à secrétaire général. Est-ce que le fait d'avoir fermé les yeux a été un boost pour son ascension? Personne ne le sait. Mais en tout cas, il y a des soupçons qui indiquent que euh, il a laissé faire en fait, il a laissé tomber le peuple béninois pour ses propres intérêts. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut pouvoir dire, il faut se regarder en face et pouvoir le dire. Donc, je continue en disant que ce monsieur, monsieur Simkwan, non seulement il a ce bloc et qui se fait piller, on va dire à peu près son bloc pour le moment, il a consenti énormément d'investissements dans l'exploration et ce monsieur, il embauche des Béninois. Donc, il revient à l'administration de dire, nous, on n'est pas capable de t'aider à sécuriser le site. Donc, trouve-toi les moyens et sécurise le site. Trouve-toi les moyens étrangers et sécurise le site. Bon, ça, c'est peut-être une solution, mais est-ce que c'est la solution idéale? Je ne pense pas. Et donc, on laisse tomber le monsieur. Non seulement on ne lui donne pas le permis, parce que si on lui donne le permis d'exploitation, ce monsieur, il arrive tout de suite avec ses machines, au moins il a les yeux sur la montagne, parce que la montagne n'est pas dissociée donc, de l'eau alluvionnaire. Donc, on fait tout pour l'empêcher de venir exploiter l'or. En tant que panafricaniste, nous, on n'est pas forcément dans la ligne donc, de remettre nos ressources dans les mains des étrangers. S'il y a des compatriotes qui peuvent investir dedans, l'idéal serait qu'on le leur donne. Mais s'il n'y a personne et qu'on fait le choix donc d'aller vers des investisseurs privés, donc des Chinois, il faut suivre la règle et essayer donc d'aller directement jusqu'à l'exploitation, aller au terme donc de l'option que nous avons choisi. Mais ça, c'est pas donc du goût des autorités. Et le pillage continue, la dégradation d'environnement continue et personne n'en profite. Personne n'en profite parce que justement, c'est un la population de Perma n'est pas détenteur donc des galeries qui sont creusées. Et c'est là où ça devient grave. Et je vais vous raconter l'histoire. Parce que il faut comprendre que quand on parle d'exploitation de la montagne, c'est justement des trous qui creusent, hein. Ils creusent des trous de galeries, ils suivent le filon a une direction, ça monsieur suit le filon jusqu'à ce que bon, ils ne trouvent plus rien, et puis ils abandonnent le filon, ils creusent des trous, etc. Mais comment ces trous sont créés? Ce sont des roches dures. Ces roches, c'est pas on creuse avec une roue, non. Et même des foreux, c'est complètement difficile. Donc, ce qu'ils font, c'est juste des perceuses, on met des perceuses et on met de la dynamite pour exploser de la roche. Et au fur et à mesure qu'on suit le filon, on explose la roche pour suivre le filon. Donc ça crée des galeries qui vont sur plusieurs centaines de mètres en profondeur, de façon latérale, des galeries complètement... Vous avez vu la vidéo, bah, ils mettent un système de ventilation précaire. Bon, parfois, il y a des éboulis, donc des gravats sur eux. Bon, des morts, on n'en compte plus. Mais bon, c'est minimisé par rapport à tout ce qui est un peu l'eau, donc sédimentaire ou parfois, quand il y a de la pluie, ça se fonde rapidement. Donc, mais en gros, il y a quand même une activité illégale qui se fait. Il y a de la dynamite. Cette dynamite, d'où vient-elle? Elle vient du Burkina. Burkina, qui sont ceux qui le la fournissent? En réalité, au Burkina, il y a eu un développement vraiment très avancé là-bas de l'orpaillage artisanal. Et donc, c'est réglementé. Donc, tout ça est réglementé. Au Bénin, non. Et donc, ils ont la possibilité, eux, d'avoir de la dynamite pour aller sauter les roches. Cette dynamite entre de façon illégale au Bénin. Donc, ce qui crée un peu une question donc, de réflexion sur la sécurité et le terrorisme. Vous avez du cyanure. Du cyanure, vous savez, c'est des métaux lourds, hein. Quand ça rentre dans l'eau, c'est pas, voilà, ça ne, comment on appelle, ça ne se dissout pas comme ça, hein. Vous prenez tout ça, c'est des métaux lourds, vous buvez de l'eau, hein, donc toute la montagne est lessivée vers le bas. Tous ceux qui sont en contrebas, ils boivent de l'eau, hein. Après, on se tourne qu'à 30, 40, 50 ans, il y a crise cardiaque au Bénin. Donc, on dit, il y a crise cardiaque, la vieille sorcière au village l'a pris. Non, mais c'est pas ça. Mais les gens, ils injectent du plomb. Il y a de la cyanure, ils utilisent aussi du mercure. En fait, c'est une procédure qui leur permet, quand ils prennent le filon, quand ils explosent le filon et qu'ils prennent ça, des gravats de filon, ils broient complètement ces filons-là, ça devient de la poussière.
Et c'est cette poussière-là, en fait, qu'ils essayent donc de laver. Ils lavent un peu cette poussière-là. Et quand ils finissent de laver sur leur tamis, ils récupèrent les pépites d'or, sous forme les poussières d'or, qu'ils essaient de concentrer avec donc du mercure. Donc, le mercure qui leur permet donc de concentrer cet or-là et qu'ils vendent sur les marchés. Et donc, ceux qui fournissent les dynamites, ce sont eux qui sont les vrais propriétaires donc, de ces galeries euh, d'orpaillage creusées au Bénin, notamment les Nigérians les Nigériens et les Burkinabés dont je vous parle. Donc, la plupart de c'est des esclaves. Les gens de paiement sont aujourd'hui des esclaves. Les esclaves de paiement sont des esclaves, donc des Burkinabés. Les Burkinabés financent la galerie. Vous financez la galerie, vous attendez en retour qu'on vous paye en rémunération d'or. Et l'or aussi est vendu de façon illégale, soit en descendant directement à Cotonou, à des comptoirs illégaux qui sont normalement, qui devaient être réglementés par la Direction générale des mines, mais qui ne l'est pas, qui ne fait rien. Et vous avez une partie qui part directement à travers donc, le Burkina, une partie qui part aussi à travers donc, le Niger. Et donc, vous prenez le rapport donc, de SUSAID, un rapport qui est disponible sur Internet, il suffit donc de taper. Le rapport de SUSAID dit que le Bénin a exporté à peu près pour 400 millions de dollars d'or sachant qu'on n'est pas payé producteur. Moi, je dis 400 millions de dollars d'or, mais qui ne viennent pas peut-être du Bénin, mais dont une grosse partie vient de Perma et blanchie par ces exportations-là. Et du coup, ça rentre parfois même, je ne sais pas, mais je pense qu'une partie rentre dans les stocks donc, du Burkina parce que les orpailleurs, je dis les orpailleurs, les vrais propriétaires de ces orpailleurs qui détiennent, ceux qui détiennent les galeries qui sont forées, qui sont creusées, ce sont les Burkinabés. Les Béninois, ils sont tellement pauvres qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de s'avancer dans ces genres d'investissements. Donc, on est toujours réduit. Nous avons la ressource, nous en payons, mais nous sommes réduits à l'esclavage, l'esclavagisme. Donc, ça, c'est la problématique qui est là. Et c'est nous qui lavons tout avec du cyanure. Et on boit du cyanure, on meurt à 50 ans, durée de vie moyenne. Et dans la région, vous voyez, c'est complètement bas. Donc, quand il y a une compagnie qui arrive comme ça, qui dit, bon, moi, je réglemente tout ça, normalement, la première réaction devait être, bon, oui, effectivement, venez, venez, parce qu'on a tellement mis des militaires, on paye des militaires pour un site qu'on sécurise qui ne nous rapporte rien. Donc, il vaut mieux mettre quelqu'un là-dessus qui exploite, comme ça, on n'a plus forcément à payer des forces de l'ordre pour aller sécuriser le site. Et du coup, bon, tout se passe bien. Les opérateurs, dans un cadre de négociation, les constituer donc en groupement et quitte à ce qu'il faut peut-être essayer de voir dans quelle mesure les mettre dans des groupements d'associations, donc de consortiums pour exploiter ces temps-là. Ça peut être des sujets de réflexion que ce ministre-là, par exemple, peut mettre en place ou en tout cas que ce secrétaire général qui a été directeur départemental et qui, du coup, aujourd'hui est secrétaire général et en même temps patron de tous les directeurs départementaux, il doit pouvoir au moins faire ça. Parce que sinon, bon, moi, je ne sais pas à quoi ces gens-là, ils servent dans l'administration. Il faut vraiment se poser les vraies questions. Donc, vous avez ce problème. Et non seulement ça, vous avez un problème donc, de gestion de ressources humaines là-bas. Il faut dire, la direction départementale de l'Atakora et de la Donga sont coiffées par deux directions. Et donc, pour ces deux directions, vous savez qu'il y a une seule personne qui gère les deux directions, qui est chef service mine, qui est un géologue. Ce monsieur gère deux départements à la fois. Bon, dans tous les autres départements, c'est réglementé, mais dans ce département spécifique, qui est hautement stratégique, dont spécifiquement le département donc, de l'Atakora, c'est une seule personne qui gère et la Takora et la Donga. Quel temps ce monsieur a pour aller sur le terrain, pour faire quelle recherche, pour s'occuper de qui, pour voir qui pille là? Non, mais disons-nous la vérité. Moi, je pense qu'au lieu de décorer ces messieurs, des journalistes comme ça qui se promènent sur les plateaux, et qui s'appellent journalistes, etc., bon, j'en mets pas tout le monde dedans. Je sais que vous êtes un très grand journaliste. Je respecte beaucoup donc de journalistes aussi qui sont dans le système, etc. Notamment des jeunes journalistes de Canal 3, Monsieur Cliquant par exemple, on peut citer plein d'autres aussi, hein, qui sont de très bons journalistes. Bon, je ne cite pas Monsieur Serge Novignon, bon, il a été décoré récemment. Bon, lui, qu'est-ce qu'il a fait par rapport à celui qui gère deux départements? Moi, je ne sais pas.
Donc, ce monsieur mérite une décoration. Donc, ce monsieur il est laissé à lui seul. Donc, quand l'histoire donc de Bertin Corvi sort, qu'est-ce que le ministre fait pour la nomination? Mesure de représailles, qui est-ce qui tombe? C'est le directeur départemental qui tombe, le pauvre. On va y revenir parce que des 12 directeurs départementaux qui gèrent les structures minières, il y a à peine deux qui ont le profil de techniciens et qui maîtrisent les questions géologiques, qui sont nommés bon, qui ne sont pas géologues, mais qui maîtrisent un peu les questions géologiques, qui sont nommés donc dans ces 12 départements. Dans ce monsieur, il est vrai qu'il est quand même à la retraite et tout, mais bon, si on a décidé de le nommer, bon, alors, dans ce monsieur, et quand il a été sauté, il a été remplacé par qui? Est-ce qu'il a été remplacé par un géologue qui maîtrise la stratégie donc de contrôle de tout ce qui est ressources minières, etc. Non, il a été remplacé par un énergéticien. Bon, qui se perd pour le moment, mais on va voir les joueurs venir s'il arrive à s'en sortir et si pas en formation. C'est peut-être qu'il faudrait qu'on envoie en formation, mais est-ce qu'on a le temps de former des gens pendant qu'on sait qu'il y a des gens qui peuvent faire le boulot? Pourquoi ne pas les mettre? Bon, tout ça, quand vous faites un peu le rapprochement, ils sont dans le groupe BR. Et donc, il faut remercier les gens du BR. On est quand même à un an donc, des élections. Il faut remercier les gens. Donc, c'est tout. C'est tout. Et c'est de la mafia. Cette mafia continue. Cette mafia continue sous son ministre. Il prend donc des mesures pour limoger le directeur départemental, alors que le monsieur, le pauvre, on peut tout lui reprocher, mais pas lui reprocher d'être responsable du pillage de l'or. Parce que c'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui, qui ne date pas de l'ère de Yahi, qui ne date pas de l'ère du Talon, mais rien n'est fait. Et rien n'est fait parce que nos cadres qui sont dans l'administration minière ne veulent pas dire la vérité aux dirigeants, aux politiciens pour qu'ils prennent des décisions qui permettront en fait d'aller vers l'exploitation. Et moi, je soupçonne justement que ces gens-là, ils aient des intérêts dans les galeries qui sont exploitées. Oui, bah oui, il suffit de regarder. Vous prenez les comptes bancaires aujourd'hui, vous regardez sur la période où ils ont été nommés dans ces zones-là, vous regardez comment les flux évoluent sur les comptes bancaires de ces messieurs-là, l'enrichissement et tout ça, vous pouvez faire le lien tout de suite. Bon, on ne va pas rentrer dans ces sujets-là, sinon ça va être une guerre de personnes. Mais je vous dis, il y a quand même à creuser, il y a des cafards si on creuse. Donc, on ne va pas entrer dans ces sujets-là. Donc vraiment, il y a un gros souci. Et donc, vous avez Shin Kwan qui veut exploiter et vous le rançonnez. Shin Kwan, il est chaque fois assuré, rançonné. À chaque fête, il doit faire des colis. Ça, c'est la pratique. Il doit faire des colis. C'est- quand on me dit que non, mais avec talent, il n'y a plus ça à l'administration, non, non, c'est du n'importe quoi. Mais non. Mais les gens comptent tous les réseaux. Mais non. Il doit faire des valises. Ce monsieur-là en a tellement fait que, bon, lui-même, il ne sait plus à quoi s'en tenir. Et vous avez le DAC, monsieur. Bon, lui, au moins, il est parti là, parce que là, monsieur Paulin l'a limogé. Il a limogé, il est parti. Mais ce DAC-là, mais c'est un tout pourri. Je vous le dis, c'est un tout pourri. Les- Quand Shinquan est arrivé, Shinquan dit, bon, OK, je veux commencer les activités de terrain, je vous annonce, etc. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur, ce DAC? Il a une flotte de véhicules. Ce monsieur, il a une flotte de véhicules dans le privé. Il a mis toute sa flotte de véhicules à disposition de Shinquan. Bah, et c'est comme ça que ça se négocie. Si vous voulez qu'à la fin donc, de l'exploration, on puisse aboutir à un contrat, un permis d'exploration, vous facilitez mes sociétés. Mes sociétés, j'ai des sociétés, j'ai des choses où j'ai des affiliés, des gens qui sont affiliés à moi qui exploitent des plateformes donc, de location de véhicules. Et c'est ça, vous les prenez. Si vous ne les prenez pas, vous n'aurez jamais le permis, mais c'est ça. Mais c'est ça qui s'est passé. Toutes les fois que ce monsieur est allé sur le terrain, c'est le véhicule de monsieur Cora qu'il utilisait, parce qu'il n'avait pas le choix, il ne peut pas utiliser autre. Donc, on l'a surchargé, on l'a facturé, et à la fin maintenant, bon, donc avec l'élément de Bertin Corovi, je ne sais pas si ça va accélérer son permis, mais là, on est à moins d'un mois des élections. Est-ce que il est quand même idéal de lui scier le permis et d'aller à l'exploitation maintenant, là, à la veille des élections? C'est aussi une problématique qu'il faudrait voir. C'est risqué. On me dit que dans le permis, on veut en fait que l'État devienne actionnaire. Et donc pour ça, l'État dit, je prends 10% à travers le ministère des Finances.
dans son contrat. Donc, ce monsieur, il est actionnaire à 90%. L'État, à travers donc, la direction de participation des actions financières donc, du ministère de l'économie et des finances, est actionnaire à 10%. Mais malgré ça, son contrat, il est coincé parce que les gens ils n'ont pas encore suffisamment sucé. Et plus ça prend du temps, plus les opérateurs qui sont sur le terrain les galvanisent ici avec des milliers de sous. Parce que vous allez sur le terrain aujourd'hui, les opérateurs même vous disent, même si on me paye 400 000 francs à la fin du mois comme salaire, moi, je n'accepterai pas de travailler pour la compagnie. Je préfère aller dans mes galeries. Parce que c'est des gars, quand ils viennent, ils ramassent des millions. Mais en même temps, ils ne font rien avec. Ils font de la fiesta, ils font de n'importe quoi, ils gaspillent de l'argent. Donc ça fait qu'au au final, ils n'ont pas grand-chose. Et de la même façon, ils peuvent gagner, de la même façon, ils peuvent en perdre et ne même pas gagner le lendemain et galérer pendant plusieurs mois avant de gagner. Donc, ils sont dans cette vie-là, dans cette bulle dans laquelle ils ne veulent pas sortir et n'acceptent pas un salaire fixe à 400 000 francs le mois. Ils ont dit non, on ne veut pas. Nous, on veut qu'on nous laisse continuer ce pillage-là. Et donc, ces messieurs, ils vous disent, nous, on n'est pas d'accord, même 400 millions ne prend pas. Donc, en gros, pour eux, non, on ne veut pas ça, on ne veut pas de ce système, on ne veut pas être réglementaire, on ne veut pas suivre Shinquan, même si Shinquan arrivait et tout ça. Bon. En tout cas, il faut mener cette négociation. Et donc, quand on parle de participation financière, où vous avez le ministère des Finances, à travers donc, sa direction donc, de participation donc, de l'État dans les actifs des sociétés, avec 10%, vous avez l'Office béninois des recherches géologiques et minières qui est appelé OBRGM, qui n'a rien. En fait, vous prenez les attributs donc de cet office-là, vous verrez en gros que l'État lui donne les moyens de participer en fait dans l'actionnariat des compagnies, d'investir dans la recherche, de prendre des initiatives, etc., de faire des tests pour aboutir à la recherche. Donc, en fait, c'est l'office qui devrait nous permettre d'arriver aux grandes découvertes, nous, même si le président Talon investit un peu de sous à travers le ministère des Finances, bien sûr, ou sinon de pouvoir consolider une base de données qui permettra d'attirer ou de faire venir les investisseurs dans notre pays et quitte à ce que ceux-là continuent en fait les études en profondeur pour aboutir en gros à la découverte de ce qu'on va appeler, ce qui revient donc d'appeler gisement. Mais l'OBHM, avec ses attributs, n'en fait rien. Strictement rien, on en reviendra un peu plus tard dans la discussion sur les performances donc, de cet office. Mais ils n'en font rien. Le ministère donc, des Mines ne force pas pour avoir au moins 10% pour l'OBRGM dans ces actifs-là. Bon, on donne 10% au ministère de l'économie et des finances. Donc, personne n'a la compétence d'aller vérifier de façon technique qui fait quoi et qui vole qui. Bon, on va me dire, ouais, mais il y a l'office qui est là et que c'est l'État. Bon, on va envoyer l'OBRGM. L'OBRGM, il a fait ses prestations de services pour rien. On va me dire, non, le BRGM aujourd'hui est financé à travers donc, le ministère des Finances et que dans tous les cas, le ministère des Finances retrocède une partie donc, des sous à l'OBRGM pour en fait investir dans la recherche. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et en fait, c'est l'argument qui a été utilisé pour bloquer l'OBRGM. Parce que les gars, ils sont là, ils ne foutent rien. Ils ne foutent rien. Monsieur Wadaï, quand il vient, moi, je ne mets pas mes billes. Pendant 3 4 5 ans, vous ne me sortez rien et puis vous me demandez à mettre encore mes billes. Et une fois que j'ai sur 1000 compagnies, j'arrive à avoir au moins une compagnie qui arrive. Vous voulez aussi me dire non, de vous laisser participer à 10% pour que vous fassiez quoi avec ces sous? Mais cette maison est une gabegie financière. Ils ne font rien. Et donc, c'est comme ça, le ministère a 10%, mais le monsieur, ça traîne toujours. Justement, les gens ils veulent tout faire traîner. Ils savent que d'ici là, quand les campagnes vont commencer, le ministre n'aura plus du temps. Justement, quand M. Adambi est parti, le nouveau ministre il est arrivé. Il a fallu qu'on court d'abord, qu'on change les thèmes de contrat, qu'on change les noms, tout ça, et qu'on réintroduise le contrat au ministre, et quitte à ce que lui, il vérifie et qu'il signe. Bon, on espère qu'il va signer. Bon, mais dans tous les cas, moi je dis si ceux-là signent, ou dans tous les cas, même s'ils ne signent pas, quand Kémy Seba arrivera au pouvoir, bah, c'est un contrat révisé.
Parce qu'il est inadmissible d'exploiter l'or de Perma et d'envisager ne même pas associer les orpailleurs dans ce consortium-là. Comment est-ce que vous voulez assurer la sécurité, y compris même de l'entreprise qui exploite donc l'or dans cette zone? Les gens ne savent plus rien faire, ils ne savent plus aller au champ. Ils font que ça, ils rentrent dans les trous. Et vous voulez tout leur arracher. Ce n'est pas possible. Il faut les regrouper en consortium autour donc de Shinquan. Il faut faire participer l'OBRGM, donc le service public. Il faut faire entrer le service public dedans. Et comme ça, tout le monde y sort gagnant. Et moi, je dis, le Bénin doit être actionnaire majoritaire dans cette histoire-là. Soit c'est ça, soit Shinquan accepte, soit il disparaît du Bénin. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Il faut qu'un cap soit fixé. Mais on peut pas accepter que les gens nous pillent comme ça. Non, mais c'est clair. Les Burkinabés nous pillent. Et quand ce Chinois va arriver, il va prendre 90%. Et les pauvres qui sont à Perma, ils vont faire quoi? Ils ne savent plus cultiver. Le cyanure qui va être utilisé là-bas pour traiter de l'or, comment est-ce que c'est géré? Vous allez sur le site, c'est complètement dégradé, hein, monsieur Jules. Vous êtes allé une fois sur le site. Moi, j'y Non, étais non, pas encore. quand j'étais en formation. Moi, j'ai vu le site. Vous prenez les images satellitaires aujourd'hui, vous verrez, c'est un désastre environnemental. Donc, monsieur Tonato, il ne contrôle rien là-bas. C'est un- je vous dis, c'est une zone de non-droit. Ça, il faut le dire clairement, c'est une zone de non-droit. Vous avez aujourd'hui, même les Chinois, tous les géologues qui vont sur que M. Shin Quan, l'entreprise a embauché, qui vont sur le terrain, ils se font accompagner par des policiers. Au moins quatre éléments sont mis à disposition pour sécuriser les recherches géologiques. Dans quel pays on est? Dans un Bénin. Moi, mon Bénin, à moi, pour faire de la recherche, pour aller sur le terrain, il faut quatre policiers. Et vous savez pourquoi? Ouais, parce que c'est proche donc de ces zones un peu turbulentes là. Et comme c'est une zone de non-droit, même les OPAE aussi ne veulent pas. Parce que moi, je me pose la question de savoir même que est-ce qu'il n'y a pas une partie donc, de ces fonds qui vont dans le financement du terrorisme et du grand banditisme? Il faut se poser les questions réelles. Parce que vous y allez là-bas, je vous jure, vous n'allez pas revenir. Mais quand c'est Déjà qu'on arrivé, fait entrer des produits explosifs de des produits protection. Oui, explosifs, je oui. vous dis, il y a un centre. Le président Talon, bon, quand il est arrivé, il a dit, bon, vous me réglementez tout ça, tout ce qui pète, les pétards, là, vous les mettrez dans un centre et vous me gérez ça correctement parce qu'on ne peut pas avoir des pétards un peu partout dans le pays. Il faut mettre un peu de l'ordre, c'est sérieux. Et donc, quand il a dit ça, bon, on est allé voir à Djidja, une parcelle. Bon, le préfet, il a joué le jeu, on a eu la parcelle, l'OBRGM est en train de construire, ou sinon a fini, je veux dire, de construire le, le centre d'entreposage et de stockage donc, des produits explosifs destinés à l'utilisation civile, tels que les carrières donc, de ciment, d'Onigbolo, Massé, tout ça, y compris l'exploitation donc, du granit dans la région. Donc, en fait, Djidja, c'est un peu le point pivot qui permettra de desservir tout le pays entier. Et donc, ça permettra de contrôler tout ce qui saute. Oh, on ne peut pas avoir des pétards partout. Oui, c'est dangereux, cette histoire-là. Vous voyez, un truc qui saute des roches, quand ça vient en vie de façon artisanale, ça va sauter beaucoup de gens, hein. Et, et donc, et donc, ça, il faut avoir conscience que c'est très dangereux. Ces produits-là entrent de façon illégale. Nous avons un Texas là-dessus qui étudie un peu la pollution environnementale de l'eau dans cette région. Et là, je m'en vais sur votre plateau, je dis quand même un grand merci à monsieur, comment il s'appelle là, ce monsieur, monsieur Maman Daouda, qui a travaillé, qui a boosté à travers l'Institut national de l'eau à l'Université d'Abomey-Calavi, qui a pu obtenir donc des financements et veut voir clair dans ce qui se passe sur la pollution donc des eaux de surface ou en tout cas des eaux de fracture par l'exploitation donc de l'eau dans cette région-là. Le monsieur qui fait la thèse là-dessus, le pauvre, quand il est allé sur le terrain, escorter tout ça, quand il arrive, on lui dit non, vous ne pouvez pas voir les dynamites. Mais on voit très bien les dynamites dans ce que M. Bertin Corbier a eu parce que c'était un homme stratège, il était allé, il les rassurait, tout ça. Donc, il a vu de la dynamite. Il y a de la dynamite là-bas qui saute tout le monde. Vous imaginez, ça saute. Ça saute. Il y a de la dynamite là-bas. Donc, ce monsieur, cet aisé n'a pas eu accès à la dynamite. Néanmoins, il a pu prélever de l'eau, il a fait ses analyses. Bon, je ne sais pas ce que ces conclusions donnent, mais en tout cas, il y a de la pollution.
Donc ça, personne, ça n'inquiète personne. Bon, on est à Cotonou, le Bénin avance, Cotonou bouge, vous voyez tout ça, toutes ces vidéos qui circulent là. Bon, donc c'est un peu ça le truc. On va aborder maintenant un autre aspect. En tout cas, on a toujours eu vent qu'en temps le Bénin voulait financer, ou bien le Bénin a financé la recherche du lithium. Est-ce que ça a donné des résultats concrets? Parce qu'on sait que l'argent du contribuable a été investi dans cette recherche-là. Monsieur Johnson, vous posez des questions, hein. D'où avez-vous ces infos? En tout cas, ça circule, je veux dire, dans la presse aussi que le Bénin, en fait, avait